C'est la prof de SVT qui aurait pu nous faire aimer la SVT, tellement dans ses chroniques, ses vidéos, son émission piquante sur Teva, elle parvient à donner un sens à peu près logique à ce qui n'en a aucun. De On ne demande qu'à en rire avec Laurent Ruquier à la psy des politiques sur les réseaux sociaux, en passant par ses années France Inter, elle milite pour le climat, les droits humains, l'éducation libre et le droit de dire fouf à la radio. Partout, elle démonte avec pédagogie le verbe sûr et survitaminé, les faux-semblants politiques et sociétaux. Elle écrit des chroniques biologiquement instables, des spectacles inflammables. Elle refuse le sage, le tiède et le dégagé. Elle se dit enragée, plus encore qu'engagée. Aujourd'hui, dans Drôle, on reçoit Nicole Ferroni. Bonjour Nicole. Bonjour Caroline. Bonjour Salut, Olivia. Nicole. On est si contente de te voir. Ça a un petit côté réunion alcoolique anonyme. Oui, absolument. Mais en version Bonjour Nicole drôle. Et bienvenue. Eh bien écoutez, merci à vous. Voilà. Merci à vous de On dit les m'accueillir. prénoms chez les anonymes? Ah, je sais pas. Oui, j'espère quand même. Je suis Olivia et je suis alcoolique. Non, et je suis sobre depuis nanana aussi peut-être. Abstinent. Ouais. Abstinent, merci beaucoup. Ouais, je crois que c'est... je sais pas. Je sais pas. Bah, attendez, j'ai lancé une conversation qui peut-être n'est pas Ouais. totalement à propos. Hein, je Non. sais pas. Oui, mais on aime bien aussi. Ah, ouais, d'accord. en fait, c'est... Oui, on peut digresser un peu, quoi. Ouais. On commence avec un petit tac au tac. Allez, c'est parti. Olivia. Tu as 24 heures pour interdire un objet dans le monde. Tu choisis quoi? Je choisis la paille en plastique. ouais. Chez Donald. C'est ça. Voilà, non, parce que comme Donald il vient de réautoriser la paille en plastique, je suis désolée, je fais contre Kems, je mets mon as à la bataille corse et donc je réenlève la paille en plastique. Ouais, parce que là, c'est réautorisé. Donc ça va retuer les tortues, du coup. Exactement, et donc pour sauver les tortues, du coup, je retire la paille. D'accord, ok. Mais mes enfants vont être très contents, je pense. Ils n'aiment pas les pailles en plastique. Ah, bien. ben voilà. Mais... Ben ça, c'est bien. Parce qu'ils ont un petit mental de tortue, finalement. ouais, voir. la deuxième. Hein. Le premier, ça va, mais... bon, bref. Est-ce que tu peux expliquer en 3 mots ton humour à une IA? Oh, alors à une IA, je lui dirais que mon humour est engagé, absurde, et alors je sais pas s'il n'y a pas d'adjectif pour dire avec des personnages, mais en gros, voilà, en gros, je dirais que je suis à peu près sur ces 3 branches-là, qui sont pas forcément cumulées. D'accord. Ça peut être ou absurde, ou engagé, ou 2 personnages. D'accord. Ou ensemble, Ou les hein. 3 Ou ensemble. alors ça peut être de l'humour absurde engagé avec un personnage. Ok. Qui peut être espagnol ou qui peut être, je ne sais pas, ou venir du sud. En fait, ça dépend vraiment. Voilà, marseillais. Exactement, ça dépend vraiment C'est de mon quand même énergie beaucoup du moment. péninsule ibérique, hein, quand même. C'est vrai, oui, on est bien Il y a un petit tropisme méditerranéen. méditerranéen, quand C'est même. vrai, c'est vrai. Mais après, sinon, à un moment donné, je faisais comme ça Olga von Fleckenstein, qui était également une cantatrice On a allemande. un accent allemand. Voilà, Vraiment absolument et donc, parfait. Exactement. Et donc, bon, ça Oh, peut... rien, une ça peut- consoeur. Ça peut dépendre de l'énergie du moment. Moi, je sais pas faire l'accent allemand. Du coup, on va pour tout le podcast, ça va être compliqué, mais on peut faire des accents rigolos quand même. Voilà. Mais peut-être on peut demander à une IA de te faire un accent allemand. Exactement. On va faire doubler Caroline Chaumin exclusivement en accent allemand. Auf Deutsch. Ouais. Ja. Ah, mais tu le parles allemand. Ah bah, ein bisschen, ouais. Ah, d'accord. J'ai fait 15 ans d'espagnol, en fait, et au bout de 15 ans, j'ai changé d'école, enfin, j'ai intégré une autre école, et on m'a demandé de faire un test d'allemand. Et la réponse, c'était « inscrivez-vous en espagnol ». J'ai donc fait également 2 ans d'espagnol ensuite, tellement j'étais mauvaise en allemand. Voilà. Ah, donc tu avais fait 15 ans d'allemand, parce que tu as dit j'ai fait 15 ans Ah d'espagnol. non, pardon, j'ai fait 15 ans d'allemand. Oui, on oui, coupera oui. ça au montage, parce que du coup, vraiment, Ouais. du coup, c'est pas top. À moi. Ouais. C'est à moi. Un mot qui devrait faire partie de l'hymne national. Oh, le mot tendresse. Ah oui. Ah oui, parce qu'en fait, je trouve que les hymnes nationaux, et en tout cas le nôtre, il est trop chargé de guerre, voilà, de Il y a un côté- tout petit peu dans le rapport de force, un quoi. petit peu, un peu trop de testostérone, Ouais. un peu trop de virilité. Ça manque un poil de vulnérabilité, quoi. Agressive, voilà. Et moi, non, j'aimerais qu'on ait des hymnes nationaux qui soient plus proches du câlin. Un peu de love et de tendresse. Ouais. Exactement. Un peu de love, de tendresse. Exactement. C'est à moi. Tu remplaces le mot problème par un autre mot rigolo. Lequel? Prout. Ah, Évidemment, prout. Oh là là, il m'arrive. Oh, et là, je suis sur un gros prout en ce moment. Non, non, et en plus, je m'en sors pas avec ce prout et tout. Voilà, moi, je trouve que prout, c'est très bien. D'abord, parce que ça commence comme problème. Ouais. Et puis, parce que souvent, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, on aimerait pouvoir le larguer Discrètement. voilà, discrètement. En Et général, ça sent mauvais. voilà. Et puis, quand c'est fait, on se sent mieux. Ouais. Une fois qu'on n'a plus de prout. C'est vrai. Libéré, quoi. Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Et dans un ascenseur, c'est toujours plus emmerdant.
Ah ouais, un problème comme ouais. un prout. C'est vrai. J'ai un problème dans un ascenseur, c'est très c'est embêtant. très emmerdant. Ouais. Oui, J'ai déjà ça, eu- je suis claustro. Oui, Bah, c'est c'est pour pour ça que je préfère. J'y pense, je te cache pas. Moi, j'ai déjà été coincée dans un ascenseur juste avant une émission. Et ce qui n'était pas pratique, c'est que normalement, je prends toujours l'escalier. Mais là, j'ai été dans une chambre au sous-sol. Pardon, je peux raconter ma vie ou pas? Ah, mais complètement, je suis là pour ça. Ah, Très bien. Et en fait, Dans une chambre. oui, c'était un hôtel qui avait une chambre au sous-sol. Et en fait, j'ai demandé comment on faisait pour y accéder à pied. Il fallait prendre l'escalier qui était extérieur. Et comme il pleuvait, je me suis dit, bon, ça va, pour une fois, je prends l'ascenseur. Et en fait, l'ascenseur s'est bloqué donc, entre le rez-de-chaussée et le sous-sol. Le problème étant que du coup, la téléphonie mobile, et même la téléphonie tout court, ne passait pas. Or, quand on appuie sur le bouton d'appel des ascenseurs, en fait, il faut savoir que ça déclenche un téléphone. Et donc, je tombais sur la réception et le mec me disait, Madame, je vous entends pas, madame, rappelez plus tard. Et moi, je lui disais, mais je suis coincée dans l'ascenseur. Et puis, voilà, donc j'ai quand même tambouriné très fort. Et donc, après, ils ont fini par débloquer quelqu'un et j'ai pu aller faire mon émission. Voilà. C'était juste. T'es resté coincé combien de temps? Et quand même pas mal, 1h30. Toute seule? Ouais. Ah oui, d'accord, moi, on me retrouvait complètement folle, en fait, à parler à un ballon, en fait. Enfin, Oui. tu vois, moi, c'est très puis vite un déshydraté. espèce de plan Tom Hanks, en fait, qui part en vrille. Je c'est l'aurais sûr, bien en fait. fait, mais j'avais pas de ballon. Non, moi, je pense que vraiment, ça se passerait très mal. Ouais. Ouais. Il y a un type qui est devenu fou, comme ça. Il est resté coincé dans un ascenseur, dans un bureau à New York, et il est resté tout le week-end coincé. Ah non. Et il est devenu fou après? Ah bah, il est devenu complètement fou. Il n'avait pris que sa boîte d'allumettes parce qu'il était descendu fumer. Et donc, il a lu et relu sa boîte d'allumettes. Mais il n'avait aucune idée de l'heure qu'il était et personne n'est jamais venu le chercher. Enfin voilà, ils ont mis 48 heures à se rendre compte qu'il était coincé. Le type parti en torche après, ce que je peux comprendre. Oh waouh. C'est Voilà. con qu'il soit parti en torche, ça fait du super matos pour la scène. C'est vrai, c'est le genre de problème qui fait du bon matos pour la Remarque, scène. ceci dit, ça ferait une bonne pièce. Un Une type heure et demie quoi, coincé dans un ascenseur, tu vois. Ouais. Et dans Alors, c'est une heure et demie, oui, un week-end, monologue mental. Ouais. C'est week-end, ça fait Non, une mais longue une heure et pièce. demie de pièce. Mais Ah oui. ça pourrait aller au festival IN. En fait, ça dépend. Si c'est au festival IN d'Avignon, ça peut être ta pièce avec le mec qui est coincé pendant 2 jours. Ouais. Après, sur 1h30, ça va au off. Ouais, c'est ça, d'accord. Ouais, Ça devient, Et c'est une pièce comique. Oui, Ouais, c'est plutôt plutôt. drôle. Mhm. Ouais. C'est à moi, non? Ouais. Un truc absurde que tu prends très au sérieux. Oh là là, le fait que des limaces soient actuellement en train de bouffer mes fraisiers. Enfin, mes fraises. Ouais. En fait, ça fait... oui. Non, vraiment, je le prends très au sérieux. Oui, mais c'est pas absurde. Je le prends. C'est un peu absurde parce que. Alors, en quoi c'est absurde? En fait, je pourrais tout simplement investir la totalité de l'argent et du temps que je dévoue à lutter contre les limaces à acheter des fraises. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même acheté des barrières anti-limaces parce qu'on veut pas les tuer. Donc, avec mon chéri, on a acheté des barrières Ça dit anti-limaces. attention, n'y allez pas. C'est Bah, écrit. La limace lit le truc et elle recule. Non, c'est quand Ah même pas autant. C'est-à-dire que non, je crois que c'est du fil de zinc et de cuivre qui s'entrelacent. Et donc, quand la limace, elle passe dessus avec la bave, c'est censé provoquer une réaction Ça lui chatouille un d'oxydoréduction peu, à laquelle elle n'aime pas. Et en fait, nous, on l'a mis. Et d'abord, on s'est disputé pour mettre cette barrière anti-escargot, anti-limace, parce que mon chéri voulait qu'on creuse une tranchée. Moi, je trouvais que non, c'était pas la peine. Donc, bref, on s'est bien disputé, etc. On a fini par foutre cette barrière anti-limace et anti-escargot. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on va quand même tester. Donc, on est allé chercher un escargot qu'on a mis à côté à côté de la barrière. Le truc Et est ce grillé. bâtard, non, il a pas grillé. Merde. Ce bâtard, il est monté sur la barrière anti-escargot et il s'est baladé dessus. En vous faisant un peu les... Limite, En faisant des mais doigts avec des ses doigts antennes. d'honneur, exactement. D'accord. Exactement. Et en fait, ça lui a juste servi de balcon pour se promener et mieux voir nos fraisiers, mais vus de haut. Et non, et en fait, le problème que j'ai pour de vrai, c'est que je peux pas lutter contre les limaces. Elles se reproduisent hyper vite. Comme il a pas mal plu ces derniers temps, et qu'en plus, ils sont hermaphrodites. Oui. Et donc, tu peux même pas te dire, bon, je vire tous les mâles et les femelles pourront plus pondre, etc. faut avoir des bons yeux pour savoir quels Pour sont les voir la mâles. bite, Faut leur de- soulever bien les sûr. pattes arrière et tout, c'est hyper compliqué. C'est pas Faut facile. se concentrer, quoi. Non, et du coup... On va jamais arriver au bout de ce podcast. c'est clair. Je sais qu'on va pas y arriver. Non. Entre vous deux, Non, là, et c'est fini. Non, mais en fait, je vais juste vous écouter. Et puis, je vais mettre une légende. Épisode exceptionnel, on parle pas d'humour, mais par contre, elles font des blagues excessivement marrantes. C'est ça. Non, mais je le dis parce que s'il y a d'autres gens qui, comme moi, ont essayé de mettre de la cendre, des coquilles d'œufs, du marc de café, Du purin d'ortie, et je sais pas du quoi. purin d'ortie Ouais. et des barrières anti-limaces, ça ne marche pas. Et donc, je suis vouée à prendre au sérieux cette absurdité qui veut que je dépense énormément de temps, alors que je ferais mieux tout simplement d'aller acheter des fraises bio très bonnes au marché qui est vraiment pas loin de chez moi. Voilà. Ou demander au producteur de fraises bio comment il fait pour pas se faire dégommer ces trucs par des limaces.
tout de suite des bonnes idées. Ça m'agace, les gens qui ont des bonnes idées. Non, mais en fait, elle ça. a un esprit pratique. Oui, mais c'est le problème. Ouais. C'est sûr. Alors, question suivante. Oui. Quelle est la question qu'on ne te pose jamais et que tu aimerais entendre un jour? La question que j'aimerais qu'on me pose en émission, c'est où tu vas après l'émission? Où tu vas après l'émission? Et alors après l'émission, je vais prendre mon Vélib et je vais, enfin mon Vélib non, parce que c'est pas le mien, et je vais à Saint-Michel, à l'espace Saint-Michel, et parce que ce soir, pardon, j'ai une avant-première. Mais d'habitude, c'est pas si glamour ce que j'ai à dire. D'habitude, j'ai des trucs beaucoup plus nuls, mais je trouve que c'est bien d'avoir des choses nulles à raconter. Mais parce tu dis que... la vérité aussi. Oui, je vais oui. chez Shopee parce qu'il mais faut que je rachète de la litière pour les chats. Quoi. Et pour de vrai, avant d'aller à l'avant-première, il faut que je fasse des courses parce que j'ai bouffé la totalité des amandes qui ont été laissées par mon chéri. Et donc, voilà, si je veux pas me redisputer après la barade à Limas, il faudra à minima que je n'ai pas bouffé la totalité des amandes. Ouais. Voilà. Mais en fait, Après je le trouve Limas Gate. Exactement. Il va falloir passer au travers. Big problem, exactement. Non, parce qu'en fait, je trouve que c'est une question qu'on pose pas assez souvent, de où tu vas. Souvent, il y a alors, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie et tout. Oui. Et moi, je trouve que c'est bien. Où tu vas? Très bien. Tu vas. Ok. Mais donc, et tu préfères que la réponse à cette question soit un truc un peu quotidien plutôt que j'ai une super avant-première? Bah oui, parce que je trouve que ça dit plus sur les gens, qu'est-ce qu'ils font après. Par exemple, d'ailleurs, du coup, je vais vous retourner la question. Une fois qu'on aura fini ce podcast, où c'est que vous allez? Qu'est-ce que vous allez faire, Olivia? Moi, je vais prendre mes pieds, je vais rentrer chez moi parce que le chien doit faire la gueule parce que je l'ai laissé, que je ne sais pas si mon fils sera rentré. Donc, on va aller s'occuper du chien. Et comme je lui ai promis une deuxième balade, parce que ce matin, j'ai vraiment fait une balade... Bâclée. Très bâclée, genre pisse, chi, allez, c'est bon, on rentre. Voilà, c'était vraiment... Ce matin, c'était littéralement comme ça. Et j'ai dit, je te promets que je t'en fais une deuxième cet après-midi dans pas trop longtemps. Oh là, cette phrase sortie de son contexte, elle peut être très bizarre. Ouais, je te promets que je t'en fais une deuxième, parce que là, je l'ai un peu bâclée. Ouais. Allez-y, criez titre. Je veux dire, je sens que ça vous démange, ces deux-là. Donc, ça me démangeait. Voilà. Et alors moi, après, rien. J'ai un enfant qui sort de l'école à 16h. Le mercredi, c'est une sale journée. Il rentre hyper tôt. Voilà. Donc, du coup, je l'ai sur le rable à partir de 16h. Mais faut savoir qu'elle a quand même pondu des humains hyper chauds. Hyper chaud ou chou? Chou. Ah, hyper chaud. J'ai pondu des humains choux, mais ça reste quand même des humains. Ça reste quand même... Ça reste des êtres humains. Ça reste des nuisibles. Je veux dire, tu vois, on parlait des limaces. Moi, j'ai pas de barrière efficace pour les enfants, par exemple. Rien ne les éloigne. Pas encore. Voilà. Non. Mais tu vas voir, l'adolescence va les éloigner à une vitesse. Alors attends, du coup, oui, tu dis, je ne suis pas une humoriste engagée, je suis une citoyenne en PLS qui écrit des vannes pour tenir debout. Et je dis des trucs, moi, des fois. Est-ce que c'est ta définition du métier et est-ce que c'était l'objectif? Est-ce que c'est pour cette raison-là que tu as fait ce métier-là? C'est en partie pour cette raison-là. C'est vrai que je trouve que l'humour nous offre la possibilité vraiment de transformer les choses difficiles et désagréables et enfin voilà, tout ce qui nous déçoit et qui nous met en colère, voilà, par le biais de l'humour, je trouve qu'on peut en faire quelque chose de beau. Donc moi, je l'ai peut-être pas forcément fait pour cette raison-là, le métier d'humoriste. Je pense que j'aimais aussi beaucoup faire ma maline et faire ma belle devant les autres. Donc il y a vraiment un truc voilà, qui est très marseillais de faire sa belle, j'adore. Exactement. Tu fais ta belle. Oui, voilà, j'avais vraiment envie de me faire remarquer, on va dire. Et ça, voilà, ça, je pense que d'abord, c'est voilà, l'ego qui avait envie de se mettre au milieu dans la lumière. Mais l'humour nous permet surtout ça. Un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Olivia, sur l'ascenseur. C'est vrai que voilà, quand on est bloqué dans un ascenseur, nous, la première chose à laquelle on pense, les humoristes, quand il nous arrive une merde, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir raconter dans mon sketch, ça fait du super matériel, c'est génial. Exactement, ça va faire une bonne chronique. Et ça c'est génial de pouvoir transformer de la lourdeur en légèreté. Et pourquoi l'humour? Pourquoi tu as choisi l'humour? Il y avait d'autres possibilités d'expression? C'est vrai, d'abord parce que je pense que j'ai pas fait exprès. C'est que moi, dans ma famille, il y a beaucoup la pratique de la blague, souvent aussi de façon non volontaire. Il y a beaucoup de blagues involontaires. Ma mère est très, très drôle. Souvent, moi, je dis d'elle que si jamais elle était sur le marché de l'humour, ça serait vraiment compliqué pour nous autres parce qu'elle a un niveau de rigoloterie qui est incroyable. Genre, je sais plus, il y a pas si longtemps, par exemple, on était à un feu rouge dans la voiture et elle regarde comme ça les gens en train de passer et elle me dit
Mais statistiquement, les gens sont plutôt moches quand même. Hein. Voilà, elle clash, mais elle dit que des trucs. Elle dit vraiment des trucs rigolos. Voilà. Ou par exemple, une fois, elle était tombée sur l'émission À la recherche du nouveau Michael Jackson. Bon, ça commence à dater, mais ça a quand même été une émission qui a existé. Et vraiment, je la voyais regarder attentivement cette émission, alors qu'elle n'est pas du tout télé-réalité ou quoi que ce soit. Et elle me dit, mais pourquoi ils font pas ça, le ministère de l'Intérieur ? Les délinquants, tu les mets dans cette émission, ils apprennent des chorégraphies, ils mettent des costumes et tout. Et ben, ça leur permet de tu vois, au lieu de casser des abribus, et ben, de valoriser des compétences. Et moi, je m'imaginais si on devait appeler Bruno Retailleau et dire, bon, écoutez, Féronie a vraiment une très bonne idée. Si, voilà, on n'inscrivait pas tous les délinquants à la recherche du nouveau Michael Jackson, est-ce que ce serait pas une bonne idée? Voilà. Et donc, moi, c'est vrai que voilà, ma maman. Et ça calmerait la délinquance en France. Si tu sais faire des chorégraphies à tous les gens que tu dois réinsérer, je vais te dire qu'on aurait un taux de délinquance en chute. Moi, par exemple, j'arrête immédiatement la délinquance. Voilà. Si on m'oblige à faire des chorés. Déjà ça. Et puis un taux je pense aussi, de psychomotricité qui augmente. Bien supérieur. Imbattable. Voilà. Imbattable. Donc, non, Au classement PISA, tu vois. Oh là là, mais là, c'est sûr. C'est sûr. On pète tout, c'est évident. Ouais. Et donc, voilà. Non, donc je fais partie d'une famille qui est un peu rigolote malgré elle. Et donc, oui. J'avais pas beaucoup le choix, en fait. J'étais un petit peu dans l'obligation d'être un peu rigolote. Ouais, atavisme familial, quand même. Atavisme familial, complètement. Ah, et alors, pardon, je vais après promis, mais vous aurez le droit de couper. Hein. Et donc, par exemple, un truc aussi que ma mère fait bien et que mon père fait également, mes parents aiment beaucoup répondre premier degré aux appels téléphoniques de broutage. Oui. Vous savez, soit ceux qui... oui. Voilà. C'est un petit plaisir. C'est un petit plaisir. Mais je pensais qu'il y avait que les humoristes qui le faisaient. Eh ben, non, pas forcément. Donc, ma mère, quand elle avait gagné elle avait gagné, je crois, un peignoir une fois. Et donc, le journal avait fini par la menacer en disant qu'ils allaient donner le peignoir à une autre cliente puisqu'elle n'avait pas répondu favorablement à leur courrier. Et donc, ma mère avait répondu quasiment une lettre d'insulte en disant « Jamais, vous ne donnerez jamais ce peignoir à Janine, machin truc. Honte à vous. » Et je sais pas quoi. Enfin, voilà, mes parents, ils ont un peu du temps à perdre. Mais c'est bien utilisé. Exactement. Ouais, il faut faire des blagues. En fait, il faut arrêter de faire les Kardashians, il faut faire les Féronie. Ouais. Moi, je réalise. Franchement, bienvenue. Ça pourrait être pas mal. Hein. C'est un concept, hein. Par contre, il faut... Tu pourrais proposer à Teva, je pense. C'est vrai. Il faut accepter de manger un peu périmé. Voilà, ça, c'est la partie un peu chelou de mes parents. Ouais, mais ça, c'est... mais tu retires le verre au-dessus et ça marche. Hein. Ben voilà. En plus, le verre, ça peut être... on ne sait pas si c'est si la jamais couleur ça éloigne ou l'animal. les chenilles, le verre. Peut-être aussi. T'as pas essayé de mettre ça sur tes Non, fraises, c'est vrai. De la confiture périmée? Le moisi? Ouais, je sais pas. Peut-être le moisi, c'est les chenilles. Tu dis « Mon humour est un mélange de tendresse et de colère ». Comment est-ce que tu réalises cet équilibre quand tu écris des blagues? C'est le retour de la tendresse, on en parlait tout à l'heure. En fait, c'est hyper important pour toi. Oui. La tendresse, c'est important pour moi, mais globalement, en fait, parce que c'est important pour le monde et parce que je trouve qu'on en manque de plus en plus. Donc, j'essaye de rester tendre. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile parce qu'il y a cette colère qui vient souvent quand on observe les injustices qui se produisent, quand on observe les agressions qui se produisent, je trouve que quand on regarde en fait l'état du monde, c'est difficile de pas être en colère. Et en même temps, moi, j'essaye de pas être trop en colère parce qu'à un moment, soit d'abord parce que ça peut être négatif pour moi. Il y a des fois où, en fait, à force de faire des chroniques sur une même thématique et de voir que les choses ne bougent pas, je pense par exemple aux droits des enfants, où c'est vrai que la protection de l'enfance, c'est une thématique sur laquelle j'ai fait beaucoup de chroniques. Et en fait, j'avais de plus en plus, année après année, l'impression que la colère me bouffait parce que je faisais le constat que les choses ne bougeaient pas. Et donc, dans ces moments-là, j'ai essayé de remettre un peu de tendresse et de rire d'abord pour continuer à fédérer, parce que c'est vrai que c'est compliqué, en fait, de fédérer dans la colère. Et puis même pour me protéger aussi d'être trop accablé par le contenu qu'on observe.
Comment tu fais techniquement justement pour ramener de la tendresse? Parce que souvent, pour construire des vannes, on est obligé de grossir les traits, d'exagérer les choses, de créer un décalage, et ça va plutôt dans le négatif que dans le positif. En fait, je mets entre gros, avant gros bâtard, je mets gentil gros bâtard. Non. Comment on fait? En fait, il y a des fois où j'y suis pas arrivée. Et là, par exemple, maintenant, il y a pas longtemps, j'ai touché du doigt la meilleure façon pour moi de remettre de la tendresse. Dans un endroit où j'arrivais plus à en avoir, donc c'est sur les chroniques politiques. C'est vrai que j'ai été remerciée de France Inter, notamment parce que j'étais devenue trop en colère. C'est un constat que j'avais fait moi aussi, mais voilà, on me l'a dit très gentiment, comme quoi j'étais pas éditorialiste, que à la base j'étais humoriste. Donc mes textes manquaient à fur et à mesure d'humour et de rondeur. Et donc maintenant, quand je fais des chroniques politiques, maintenant je le fais par le prisme d'un personnage, par le prisme de la psy, d'un personnage de psy que je fais sur Instagram notamment. Et en fait, par exemple, ce personnage me permet de remettre de la tendresse, parce que du coup, je m'adresse aux politiques comme s'ils étaient des patients, donc comme si je devais en prendre soin, alors qu'en fait, la vérité, c'est qu'intérieurement, mais j'ai plus on n'a pas de tendresse pour Emmanuel Macron au départ. Non, de moins en moins. Non, j'en avais déjà pas beaucoup. C'est étrange, hein, il est touchant quand même. Voilà, il est chouchou. Moi, je dirais, il est ultra chouchou. Il a un regard qui est doux en plus. C'est ça. Non, et puis des attitudes. Et des attitudes, oui, qui donnent envie de, bien sûr, de rester dans la bienveillance. Surtout. De câliner. Aussi. Ouais. Non, mais ça, ma mère, elle est d'accord en plus. Bon. Ouais, si. Ma mère, elle fait partie de l'effet Brigitte. Ouais, complètement. Elle a voté Macron parce qu'il a des beaux yeux bleus, qu'il est dynamique. Mais bon, c'est comme ça. Ah là là, on ne choisit pas sa famille. Non, et donc, c'est vrai que là, par exemple, le biais de ce personnage-là m'a permis de remettre de la tendresse, parce que à ce moment-là, je m'adresse aux personnages politiques comme si je devais prendre soin d'eux. Et en même temps, ça me permet de dire toutes les vérités quand même. Et donc, je dirais que je le mets par le biais du paravent du personnage et par le biais de la façon de s'adresser, quoi. En fait, vraiment, le vocabulaire, le champ lexical. C'est-à-dire que avant, j'avais tendance à faire des textes où je disais « Oui, écoutez, je suis un peu énervée. Pourquoi ? Parce que nanana. » Alors que maintenant, quand je suis dans le personnage de psy, je vais être là. Vous savez, je m'inquiète pour vous parce que vous avez dit ça et que nanana. Et donc, ça me permet de remettre en fait du lien et de faire croire que même ceux avec qui je suis en opposition, je maintiens ce lien. Et tu ne leur veux que du bien. Et je ne leur veux que du bien. Bon, même si c'est pas toujours vrai. Ouais, c'est un peu ça. C'est l'exercice qui est pas facile à faire, je pense, avec des politiques notamment, et sur des sujets aussi importants que ceux que tu abordes, parce qu'en plus, tu choisis pas du tout le l'angle de l'anecdote. À chaque fois, je me souviens très bien de tes chroniques sur France Inter. Tu vas tout droit sur les choses qui fâchent. Tu te contentais pas d'aller à l'anecdote, mais que tu allais vraiment à l'endroit où ça fait mal. Et c'est un truc dont souvent les humoristes sont soupçonnés, c'est-à-dire de vouloir du mal à la personne qu'ils sont en train de caricaturer. Est-ce que tu as eu l'impression qu'on te reprochait ça à l'époque où tu es partie de France Inter, par exemple ? En tout cas, oui, on m'a reproché, alors peut-être pas de leur vouloir du mal, mais en tout cas de pas les ménager. Et c'est vrai que, par exemple, sur une matinale, en fait, il faut quand même savoir que faire venir un invité, c'est toujours l'objet d'une négo. C'est toujours une négociation. Un ministre, quand il vient, il n'est pas obligé de venir sur France Inter. Il peut très bien aller chez Europe 1. Et il est arrivé des années où le ministre de l'Éducation nationale a préféré faire sa rentrée chez Europe 1 plutôt que France Inter. Et donc, je ne veux pas dire qu'on avait comme consigne le fait de ne pas trop froisser les invités, mais très clairement, à partir du moment où on est arrivé vraiment dans le nouveau mandat Macron, donc 2017-2018, il y a un moment donné où à France Inter, dans la matinale, parce qu'on était sur une nouvelle mandature avec beaucoup de contrôle dans la communication, on n'avait quasiment plus de ministres en matinale. Et les ministres sont revenus dans la matinale à partir du moment où on a arrêté de les mettre en face des humoristes. Donc moi, à partir de 2018, j'ai plus mes invités en face. Les invités partaient 10 minutes avant. C'est-à-dire qu'il y avait 2 autres chroniques avant moi. Et en fait, à partir de cette rupture-là, de cette nouvelle formule, c'est là que les ministres sont revenus. Donc on m'a pas demandé ouvertement, on va dire, de les épargner. Mais en tout cas, on a fait en sorte que dans l'agencement de l'émission, les ministres ne soient plus confrontés directement aux francs-parler des humoristes. Donc c'est ça qui est malheureux, c'est ça qui est triste en fait, c'est que on sent bien que l'humour
et les chroniques humoristiques, en fait, c'était un des rares canaux direct, frontal qui permet de partir du constat, j'allais dire, du bas de la pyramide vers le haut sans passer par des filtres. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça très dommage quand on a arrêté de faire ça, mais c'est aussi parce que... Il y a un rapport de force entre politique et médias, en réalité. Exactement. Oui, mais qui est un peu dilué, là, quand même, de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a moins l'impression... Ils se confrontent quand même beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de contestations ouvertes. Peut-être moins, mais notamment lié à ça, lié au fait que, en fait, on a besoin des figures fortes pour faire de l'audience. Et pour faire de l'information, et que si on veut que les gens viennent, on n'est pas obligé, mais ils ont en tout cas, il y a, je pense, de plus en plus de demandes de garantie, de ne pas être malmené, quoi. Et bon, mais c'est triste, mais ça dit aussi ce que ça dit. Ça veut dire qu'il y a effectivement, il y a vraiment une tendance au contrôle de la communication et avoir de moins en moins de place à l'autodérision, à la critique. La peur de se retrouver piégé, la peur de ce fait d'avoir la réaction qu'il faudrait pas, parce que c'est surtout ça qu'ils veulent pas, je pense. C'est être filmé en ayant une réaction inappropriée à une vanne. Soit une réaction inappropriée. Qui serait révélatrice. Soit un contenu de confrontation. C'est vrai que l'humour, la chance qu'on a, dans les chroniques humoristiques, c'est qu'on ne vient pas poser des questions, on vient donner notre avis. Et donc, en fait, c'est vrai que pour certains politiques ou certains invités, il y a vraiment cette impression de prendre des gifles pendant 3 minutes sans pouvoir répondre, ce qui est un peu vrai, mais ce qui, moi, m'allait très bien. Oui, mais et puis quel héritage humoristique de la France. C'est-à-dire que l'humour français s'est construit sur la satire, et en particulier la satire politique. Donc vraiment, c'est ça. On est vraiment le bouffon du roi. Voilà, exactement. C'est textuellement la définition. Mais on sait que le bouffon du roi légitime la position du roi. Il est là justement pour catalyser les contestations, voilà. C'est ça. Et moi, je trouvais que même le fait de se dire qu'en fait, même la soupape, on essaie de lui faire fermer sa gueule, c'est dommage. C'est dommage parce que ça dit pas des choses jolies sur ce qu'on est en train de vivre. Oui, et puis on risque surtout de ne pas permettre à cette colère de s'exprimer, parce qu'elle passe aussi dans le fait d'écouter des chroniques et de se trouver conforté dans ses opinions. Et surtout de savoir que le personnel politique a entendu ce qu'on avait envie de lui dire par le biais de l'humoriste. Donc, effectivement, c'est en ça que le rôle de soupape était important. Et alors, toi, maintenant, en tant que... Comment on peut dire ça directrice de l'école piquante comment tu dirais ça, toi? Non, moi, je dis animatrice. Non, et des fois, je dis déléguée de classe. Moi, je suis la déléguée de classe. La déléguée de classe des piquantes. Est-ce que tu vis ce genre de choses? Voilà. Alors, est-ce que tu vis ce genre de choses aussi, cet équilibre à trouver avec les invités? Parce que je connais pas mal de tes chroniqueuses, et la plupart... pareil, vont tout droit. Personne ne se retient. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que la différence de posture que j'ai, c'est que là, maintenant, je suis plus chroniqueuse, je suis animatrice. Et donc, en fait, je suis un peu le pont entre l'invité et les chroniqueuses. En fait, moi, je suis pas gênée d'être dans cette position-là, parce que la chance qu'on a dans cette émission, c'est que d'abord, on a un rapport vraiment d'horizontalité, je pense, dans le sens où moi, mes copines, en fait, je considère vraiment que ce sont mes collègues, et je suis pas, j'ai pas le sentiment d'avoir un ascendant sur les autres, même si, évidemment, j'en joue. Par exemple, dans l'émission, à chaque fois, j'adore dire que moi, j'ai 2 micros, que c'est moi la chef, parce que j'ai 2 micros et que j'ai un grand bureau. Mais sinon, dans notre façon de travailler, il y a une horizontalité. Voilà, une horizontalité. Et puis, on a souvent des discussions en amont. C'est-à-dire que ça nous est déjà arrivé, évidemment, de se donner des vannes, de se prêter des vannes, parce qu'on sait que, par exemple, l'une va faire le portrait de l'invité, etc. Et nous, en fait, au lieu de se les piquer, on se les donne. Et ça, je trouve ça trop mignon. Mais vraiment, je trouve ça trop mignon. Et vraiment, j'incite les gens qui piquent des vannes à faire l'inverse, parce que, en fait, on se sert beaucoup quand on est en collaboration. Nous, il y a plein de fois où on se passe des jeux de mots ou des trucs stupides, ou alors à minima on vérifie qu'on n'a pas le même, parce que moi je sais que j'ai très souvent les mêmes vannes que Thaïs Vauquier, qui faisait aussi le portrait de l'invité, mais d'une autre façon. Et donc à chaque fois je disais bon, alors voilà, et tu l'as mis, c'est là, ah non, je l'ai aussi. Bon, alors du coup on négocie, je dis bon, tu gardes celui-là, moi je garde celui-là, puis voilà, on se fait des petits trocs de jeux de mots. Mais en tout cas, voilà, donc dans le rapport aux invités,
l'invité, finalement, je sais que par exemple, quand il y a un coup qui va partir, je suis un peu prévenue à l'avance. C'est-à-dire, elle me dit, au fait, je vais lui en mettre plein la gueule à ce niveau-là. Et puis je suis là, avec les coussins, on sait jamais. Voilà, je suis là, ok, d'accord. Et puis, et après, moi, je vois comment je désamorce ou pas, d'ailleurs. Ouais. Et à l'inverse, et puis il y a des fois, on a eu des situations qui étaient complètement désarmantes parce qu'en fait, même celles qui disent des choses, j'allais dire méchantes, en fait. Je prends le cas de Farah. Farah, donc c'est une humoriste belge. Dans mon émission, elle s'occupe du roast. Absolument. Le roast, c'est un exercice qui est vraiment très particulier parce que c'est vraiment le fait d'aller griller l'invité. C'est le principe, hein, c'est-à-dire tu prends l'invité et son aura, voilà, de glamour, nanana, et tu le brûles. Et donc, et c'est très drôle et ça peut être fait de façon très bienveillante, il faut le dire. Complètement. Et Farah, par exemple, elle est foncièrement bienveillante. Et donc, je veux dire, il y a pas si longtemps, en fait, finalement, on se retrouve face à une invitée. Voilà, pour qui Farah voulait dire un truc qui avait fait un peu polémique dans l'histoire familiale de l'invité, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait l'invitée était elle-même pas au courant de ce que Farah allait mentionner. Okay. Et ben, quand c'est comme ça, en fait, la chance qu'on a dans notre émission, c'est que on fait comme on sent. Donc, c'est-à-dire, voilà, elle a dit, ok, vous étiez pas au courant de ça. Elle dit, d'accord, et ben alors je fais pas cette partie-là. Et puis voilà, et on va pas aller chercher la vanne pour la vanne. En fait, à un moment donné, si on sait que vraiment on risque d'aller trop loin, parce que on risque de créer une blessure chez l'invité qui est pas une blessure de rire, en fait, qui est pas juste, j'ai fait une vanne qui t'a un peu trop gratté. Qui est pas juste un peu vexante. Voilà, c'est-à-dire que si je risque en fait d'aller toucher ton histoire familiale, stop, je m'arrête là. C'est une ligne rouge pour nous. Et voilà, il y a celle du rire et puis après il y a celle quand même de la personne. C'est-à-dire qu'on n'est pas là que pour produire de l'instant télé. On est aussi face à quelqu'un qui en fait existe vraiment. Et voilà, et ça c'est super dans l'émission. Par exemple. C'est rarissime parce que quand tu dis on n'est pas là pour produire de l'instant télé mais pour prendre en compte des humains, des individus, en télévision, j'ai jamais entendu ça. Moi, c'est rare. C'est rarissime. Et pour avoir regardé, bon, alors c'est une autre époque, certes, mais toutes les émissions d'Ardisson ou même toutes les émissions de Ruquier, que voilà, j'étais très jeune, donc je regardais ça, c'était tard le soir. Et voilà, donc je me planquais en attendant que mes parents rentrent du restaurant. Et voilà. Enfin, cette idée de bienveillance vis-à-vis des individus, elle existe nulle part. Et souvent, d'ailleurs, on nous dit, même en tant qu'humoriste, oh, mais vous pourriez aller plus loin, oh, mais vous pourriez en envoyer plus, etc. Enfin. Comment est-ce que tu arrives à exister en tant qu'humoriste drôle ? Parce que, objectivement, ce que tu fais est très marrant et ce que vous faites dans l'émission est très marrant, tout en conservant cette bienveillance et cette tendresse. C'est une vraie dichotomie dans la perception que les gens ont de l'humour, je trouve. Complètement. Mais presque, j'aurais envie de te renvoyer la question. Parce que, par exemple, tu vois, moi, quand je suis arrivée là dans cette émission, c'est une proposition que tu m'as faite. Tu m'as dit, Nicole, si jamais il y a des choses qui ne te vont pas à l'issue de l'émission, des choses que tu regrettes, on peut l'enlever. En fait, la possibilité qu'on se donne de le faire, c'est lié à deux choses. C'est lié à notre liberté, c'est-à-dire que toi tu peux et toi et Caroline vous pouvez vous permettre parce que vous avez décidé d'être libre et vous vous donnez les moyens de créer ce podcast avec vos moyens, donc avec votre indépendance, et c'est ce qui fait que vous avez le droit d'être gentil et d'être bienveillante. Et après, je trouve que l'autre chose en dehors de la bienveillance, enfin en dehors, on va dire de l'indépendance, c'est aussi de se dire qu'en fait la bienveillance c'est télégénique. Et on est en train de s'en rendre compte. En fait, c'est vrai qu'on a été beaucoup, je pense, cultivés, élevés, je veux dire, au clash, au buzz, au conflit, au putaclic. Enfin voilà, je veux dire, moi-même, j'ai beaucoup cliqué sur des titres putaclic, et je le fais encore. Mais je pense que de plus en plus, on se rend compte du potentiel de la tendresse. Et de se dire, non, en fait, on peut être drôle et tendre. On peut être drôle et respectueux. On peut être drôle et dans l'accueil et dans l'acceptation. Et en fait, ça ne devient plus un conflit entre les deux. La tendresse et la bienveillance peuvent être drôles. Parce qu'on nous dit souvent l'inverse. Complètement. Moi, je me souviens très bien, quand j'ai démarré, on me disait, non, mais vas-y plus fort, sois plus méchante, etc. C'est la méchanceté qui est drôle. Oui, enfin, bon, ça dépend. Mais bon, après, c'est chacun son choix de registre. Moi, j'ai du mal à faire des choses sans fond, donc je peux pas faire juste de la méchanceté s'il n'y a pas un fond de justesse derrière. C'est pas... Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais comment, toi, tu penses qu'on peut
Tu penses que la tendresse peut être drôle, la bienveillance peut être drôle? Ouais, complètement. Je trouve que ça peut être très drôle en fait de penser à l'autre, très très drôle. Après, là où c'est peut-être plus difficile à mettre en place, c'est quand effectivement on a en face des gens avec qui on n'a plus envie d'être tendre parce que quand on est tendre, des fois on se fait pas entendre. Ils comprennent pas. Ouais, il y a des fois, il y en a qui en abusent même de cette gentillesse. Tu dis, à un moment donné, on a été tendre, on a été vraiment gentil, on vous l'a dit doucement, on vous l'a chuchoté, on vous l'a susurré, il y a un moment donné, on a envie de gueuler et de casser vos pare-brises. Donc, je suis désolée, mais... Va falloir nous entendre, merde. C'est ça. Et tu penses que c'est dû au fait que ce soit à 100% féminin, que c'est possible de mettre ça en place ? Malheureusement, je vais dire oui. Je pense que ça passe, pour l'instant, ça passe par là. C'est-à-dire que cette émission, en fait, c'est vrai qu'on n'est que des femmes en plateau, mais on est aussi beaucoup de femmes en coulisses. C'est une émission qui est faite par 2 productrices, qui est diffusée par une directrice de chaîne. Et en fait, on sent déjà que rien que le vécu de femmes qui, je pense, est plus compliqué dans le milieu professionnel que pour les hommes, enfin, même dans toutes les sphères, c'est plus compliqué d'être une femme, mais ça allait aussi dans le milieu professionnel, fait que, quand on s'adresse du coup à notre productrice ou à notre directrice de chaîne, elle sait ce qu'on veut dire. Elle sait ce qu'on veut dire dans la discrimination, elle sait ce qu'on veut dire quand on parle du plafond de verre, quand on parle de la difficulté de gérer vie familiale, vie professionnelle. Donc, en fait, forcément, il y a probablement plus de bienveillance et de gentillesse de leur part parce qu'elles-mêmes, les difficultés dont on parle à l'antenne, elles les ont traversées. Je veux pas dire qu'il faut souffrir pour comprendre, mais c'est vrai que les femmes souffrent plus et donc statistiquement, elles nous entendent plus. Et donc, c'est ce qui fait que je pense qu'on a une émission qui est plus bienveillante dans son fonctionnement que dans d'autres. Moi, j'aimerais revenir sur ton humour et techniquement, parce que t'as un humour l'artisanat de ton humour, parce que t'as un humour qui en fait qui dans l'expression est très rythmé, très logique, mathématique. Et d'ailleurs, Caroline dans la question a rajouté mais chaotique en apparence. Comment ce qui est vrai. Enfin, moi j'ai des souvenirs émus de certaines chroniques vraiment, mais j'étais pliée. Où ça semble à la fin en fait. Tu comprends, tu vois, il y a une espèce de effectivement, on comprend à la fin. Le pourquoi des 3 minutes précédentes. Non, pas vraiment le pourquoi, mais en fait effectivement, ça finit par s'assembler comme un puzzle et où est-ce qu'on allait et pourquoi est-ce que finalement c'est logique et voilà. Et effectivement, c'est très rythmé. Et on se demandait comment tu faisais ça. Comment tu le phrases, comment tu le conçois, comment tu le phrases. Ce truc, c'est ta diction, mais pas uniquement. C'est aussi conçu comme ça. En fait, alors j'ai plusieurs outils sur lesquels je m'appuie beaucoup. D'abord, il y a le recours au parallèle. Moi, j'aime beaucoup dans les chroniques faire des parallèles et des métaphores qui soient simples. Je vais prendre un exemple, mais voilà, quand il n'y a pas longtemps, donc Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, elle disait un ministre n'a pas besoin d'être spécialiste de son sujet. Moi, c'est vrai que pour faire le parallèle, quand je l'ai invitée, genre en tant que psy, à être ma patiente, je fais croire que moi, psy, en fait, je dis mais non, mais moi-même, de toute façon, je suis pas psychologue, parce qu'avant, je conduisais des bateaux, mais d'ailleurs, j'ai même pas le permis bateau. Et puis voilà. Et en fait, j'essaie de faire comprendre à ma patiente, donc à la ministre, que quand même, quand tu conduis un ferry avec des gens à bord, et si tu n'as pas le permis bateau, c'est quand même compliqué. Et cette image simple, en fait, elle me permet tout de suite de mettre en lumière l'absurdité de la situation. C'est-à-dire que je vais utiliser un parallèle qui est encore plus absurde pour dire, en fait, la réalité, elle l'est tout autant. Voilà, j'utilise. Donc, ça, c'est ma première technique artisanale, l'utilisation du parallèle. Où j'ai souvent recours aux images, comme, je sais pas, j'avais fait aussi l'image du train pour parler de la justice, pour parler du fait que, parler des délais de prescription. C'est-à-dire, souvent, je disais, une femme qui est victime d'inceste ou d'agression sexuelle dans son enfance, en moyenne, il lui faut, je crois, 10 ou 15 ans pour arriver à avoir envie de porter plainte, à être en mesure d'avoir cette démarche-là, alors que la justice, jusqu'à pas si longtemps, la prescription, en fait, s'arrêtait, je sais plus s'il fallait avant que ça soit ramené à 38 ans, ça l'était seulement jusqu'à 30 ou à 28 ans, je sais plus. Et voilà, je disais, c'est comme si, en fait, nous, on est dans un TER, et puis qui met 4 heures pour arriver à la prochaine gare, et en fait, on loupe systématiquement la correspondance. Et en fait, ces images simples-là, elles permettent, je trouve, de rendre accessibles déjà des notions qui peuvent être plus compliquées. Donc voilà, ça c'est ma première technique. Et après, l'autre technique,
moi, j'utilise beaucoup le jeu de mots. Ouais. J'adore jouer sur le champ lexical et particulièrement, oui, sur la rythmique. Et ça, je le tiens beaucoup du slam. En fait, moi, avant de faire de l'humour, j'ai fait pas mal de scènes ouvertes slam. Okay. Et il y a un exercice en slam qui est assez fréquent, c'est le fait de faire un appel aux mots. Alors, aux mots A-U-X, plus loin, M-O-T-S, à savoir demander au public des mots qu'on doit ensuite intégrer dans son texte. Et comme tous les slammeurs de la même soirée ont les mêmes 10 mots à intégrer dans leur texte, évidemment que chaque slammer essaye de se démarquer des autres en donnant une autre tournure. C'est-à-dire en découpant le mot en différentes syllabes, en le répartissant, faisant des sonorités, voilà, en l'utilisant de façon déviée. Et c'est ce qui fait que dans mon écriture, souvent, je joue beaucoup des mots. Parce que j'ai appris en fait à leur trouver d'autres sonorités ou une façon de jouer. Parce que je trouve que la rythmique, en fait, ça percute le cerveau de façon assez intéressante. Il y a vraiment une musicalité. Ouais, que j'aime bien utiliser. Non, mais je comprends mieux alors, parce qu'effectivement j'étais très sensible à ça, à cette musicalité et à ta façon. Enfin, il y avait un truc effectivement très mécanique et ravie d'entendre que ça vient du slam. Ouais, voilà. Et que c'est parce que c'est une technique. Et ça explique la rapidité de ta diction aussi. Oui, aussi. Ouais. Oui, ça vient de là aussi. Ça vient de là et puis ça vient du fait que j'avais les infos juste après moi et donc le tut de 9h. Voilà. Oui, qui incite à se dépêcher du coup en fait. Vite. Dépêche-toi. C'est ça. Ouais. Dépêche-toi. Alors, précisément, si on revient sur tes années France Inter, comment est-ce que tu choisissais tes sujets ? Parce que tu en as écrit apparemment 344. Tout à fait. Voilà. Comment est-ce que tu choisissais tes sujets ? Alors, je choisissais mes sujets souvent en fonction de l'invité qui venait. Donc ça, c'était évidemment vrai quand l'invité était en face de moi. Ça, à chaque fois, je choisissais... le sujet du jour, quoi. C'est-à-dire que voilà, si c'était ministre du Travail, j'allais faire une chronique sur la réforme du travail. Et je bossais beaucoup en fonction de l'invité. Et après, sinon, c'était souvent mes déclencheurs de la semaine, c'est-à-dire les informations qui m'avaient fait vriller. Enfin, pas vriller, mais voilà, le truc qui titille, qui m'en colère, où on se dit non, ça, c'est pas possible. Mais c'est pas possible... tout en gardant à l'idée que je préférais parler en fait des choses dont les autres allaient moins parler. Enfin, je sais pas si... Non, aller plus... non, attends, je vais reformuler ma... Non, je voulais parler... Voilà, je cherchais à parler, moi, de sujets qui risquaient d'être pas couverts médiatiquement. Okay. Et donc, c'est vrai que si, par exemple, voilà, je sentais qu'il y avait un sujet qui me paraissait sous les radars, soit des réformes dont on voyait pas forcément l'impact que ça pouvait avoir, soit un public dont on parle pas assez, donc le handicap, les vieux, les fous, les gosses, voilà, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas chapitre, qui n'ont pas voix au chapitre. Exactement. C'est-à-dire qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, même ne serait-ce que dans les urnes, en fait. Voilà, les détenus aussi, qui n'ont pas forcément la possibilité d'expliquer ce qu'ils vivent. Voilà, ça, c'était vraiment un critère de choix. C'est une façon de les rendre visibles, de lutter contre l'indifférence, de les mettre... Oui, complètement. C'est-à-dire que je trouve que la politique est tellement un lieu où la communication et l'image a pris une place tellement importante par rapport finalement au concret, aux actes, aux sujets, que je me dis, en fait, ceux qui ne sont pas visibles, en fait, ne sont pas considérés. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse le contrepoids médiatiquement. Et donc, voilà pourquoi, par exemple, je faisais beaucoup de chroniques sur la protection de l'enfance, parce que les enfants ne votent pas, et donc, globalement, on s'en fout, quoi. C'est dur, mais c'est comme ça. Tu avais des courriers, des gens qui te disaient, je suppose, beaucoup de gens qui te disaient merci d'en avoir parlé, merci d'avoir... Oui, j'ai eu beaucoup de retours à ce sujet, parce qu'en fait, l'incompréhension, c'est pas parce qu'on l'entend pas et pas parce qu'on la voit pas qu'elle y est pas. Le fait de pas se sentir compris, c'est vraiment un sentiment qui déborde en France, qui déborde. La frustration de pas se sentir représenté, elle est énorme. Ouais. Donc, oui, dès que quelqu'un fait un peu porte-voix sur un sujet, globalement, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de gratitude. Ouais. Alors, parce que je trouve ça très intéressant. Enfin, vraiment, ton approche de l'humour est quand même très marquée, effectivement, par la tendresse, par la bienveillance, le désir de faire exister les autres. Enfin, t'es vraiment... c'est assez particulier.
Est-ce que toi, tu as un regard critique sur l'humour et les humoristes autour de toi, Sarah? Est-ce que tu écoutes beaucoup d'humoristes? Est-ce que tu vois l'évolution du milieu, l'évolution des thématiques, etc. Comment tu vois un peu tout ça? Alors, le regard que j'ai sur les humoristes... Pardon, voilà, je vais y arriver. Le regard que j'ai sur les humoristes, il est un peu double. C'est-à-dire que c'est à la fois un milieu que je trouve très codifié, très business, très marketing. Je dis ça, par exemple, si je le compare au théâtre. Oui. C'est vrai que au théâtre, il n'y a pas tant de têtes d'affiche que ça. Il n'y a pas tant vraiment de figures marquantes avec de la comparaison, avec des... Voilà, c'est-à-dire on va retenir plus les titres des spectacles que les personnes. Alors c'est vrai que dans le monde de l'humour, comme finalement l'œuvre et la personne se confondent, quasiment on devient des produits marketing chacun. En fait, on devient notre propre produit. Et donc ça amène des dérives qui sont à mon sens des fois un peu dommages, notamment voilà sur la partie. Souvent je dis la partie business parce que c'est vrai, c'est-à-dire en fait l'humour c'est quelque chose qui est très rentable en termes de rentabilité financière, puisque on met un bonhomme sur scène mais le coût plateau est pas très élevé. Le coût plateau est pas du tout élevé, voilà, c'est-à-dire tu lui files un sneaker, c'est hop quoi. Il n'y a pas de décor, bien sûr, il va y avoir de la lumière et tout, mais globalement, par rapport à une pièce de théâtre, voilà, à 4 personnages, par rapport à une pièce de théâtre, voilà, où il va y avoir beaucoup de décors, où il va y avoir peut-être des figurants, et trucs comme ça. Et donc c'est vrai que ça paraît presque incompréhensible. Et c'est vrai qu'en fait, moi au début, quand je suis arrivée dans le monde de l'humour, là où j'ai un peu tiqué, c'est quand parfois je savais combien les spectacles étaient vendus aux salles et combien les humoristes étaient payés. Absolument. Parce que d'un coup, il y avait vraiment cette question de où est l'argent dans la poche de qui va-t-il finalement? Exactement, parce que voilà, le coût plateau est très faible. Finalement, il y avait un humoriste sur scène, des lumières, mais qui sont généralement des fois déjà là, une personne en régie, basta cosy. Et puis, le spectacle pouvait être vendu 7 000 €. Et l'humoriste concerné qui était sur scène, avoir un cachet de même pas 500. Et donc, je me disais, mais... Bon, 500, ça veut dire aller avec les charges patronales 1000, et puis où sont passés les 6000 en fait. Ouais. Donc voilà, là ça m'a un peu surprise, ça m'a un peu effrayée, et c'est ce qui fait que comme beaucoup, j'ai décidé de ne pas être produite par d'autres. Voilà, parce que je me suis dit en fait, c'est un milieu où il faut faire attention parce qu'on peut être très vite se faire accaparer la valeur que l'on produit. Et ensuite, je confirme. Voilà, oui, toute situation ressemblante. Voilà. C'est purement fortuite. Voilà. Et sinon maintenant vraiment sur les humoristes, en tout cas moi je trouve que moi les humoristes que je côtoie sont vraiment des gens chouettes. Et je vis vraiment des moments sympas et drôles et riches, quoi. Je trouve que les gens que je côtoie dans le monde de l'humour sont vraiment des gens intéressants et pertinents, parce que ce sont pour la grande majorité des très bons observateurs. En fait, quand on est humoriste, notre matière principale, c'est l'observation du monde. Et donc, discuter entre personnes qui avons l'habitude d'observer le monde, de le décortiquer, de voir qu'est-ce qui fait qu'il ne fonctionne pas, ou de voir au contraire comment les choses peuvent se dénouer et tout, c'est génial, parce qu'en fait, on a l'impression qu'on peut refaire le monde à tout moment et tout le temps, et c'est ce qu'on fait. Donc globalement, moi je dirais que j'ai plutôt une très bonne image du milieu de l'humour, en tout cas des humoristes, et j'ai la chance de pas avoir eu de gros problèmes en fait qu'ont pu connaître d'autres humoristes, c'est-à-dire le plagiat, qui est quand même un truc qui... Pas si rare, déjà. Non, pas si rare, et qui vérole vraiment le milieu. Ouais. Le plagiat, je le touche un peu du doigt en ce moment sur Instagram, parce que... tu te fais piquer des thématiques ou des textes. Ouais. Alors, moi, je m'en fais pas piquer, parce que c'est vrai que comme j'ai justement cette espèce de nature d'écriture à faire beaucoup de digressions et tout, en fait, c'est invendable, enfin, c'est implagiable. Personne va plagier 3 minutes de trucs spiralaires. Enfin, les gens, ils plagient à des punchlines, et ils plagient ça, et c'est très bien. Enfin, c'est très bien. Non, je veux dire, faut pas le faire, mais je veux dire, mais pas moi. Mais en revanche, je le vois. C'est-à-dire que je vois, j'ai
j'ai des sketchs qui sont en anglais, des humoristes américains. Ah bah oui. Et qui arrivent, et 2 semaines après, on a le même en version française. Et des fois, je suis là, les gars, waouh. Ouais. Ça se voit là. Ça se voit un peu là. Ça se voit. Il y a les traces de doigts. T'as vu ou pas? Non, complètement. Et presque, ça me fait de la peine parce que je me dis, mais là, si tu crois qu'on le voit pas, c'est dommage parce que vraiment, c'est à la vue de tous. Donc bon, voilà, j'ai la chance de pas avoir moi-même été confrontée au plagiat directement et aux violences sexistes, sexuelles et aux discriminations. Voilà, ça c'est vrai que je sais que ça en fait partie. Mais tu es passé au travers. Voilà, comme tout milieu, malheureusement. Ouais. Mais moi, je l'ai pas vécu. Et en revanche, je suis pas du tout étonnée que ça puisse être le cas, parce que on est dans un milieu de pouvoir, dans un milieu où il y a encore du pouvoir qui est donné, à des diffuseurs, à des programmateurs, à des organisateurs, de plateaux, de trucs. Donc oui, dès qu'il y a du pouvoir, il y a des abus de l'emprise et des abus de pouvoir, exactement. Absolument. On parlait du paysage de l'humour. Toi, tu refuses les récupérations politiques, mais tu as quand même été cataloguée comme une humoriste de gauche. Tu le vis comment? Et c'est quoi une humoriste de gauche, alors? Et de droite? Question. Qu'est-ce que l'humour de droite? Alors, qu'est-ce que l'humour de droite? Attends, on va revenir sur la gauche d'abord. Parlons de la gauche d'abord, la droite après. Alors, l'humour de gauche, moi, c'est un humour peut-être où on essaye de défendre... j'allais dire la veuve et l'orphelin contre le grand capital, quoi. On est un peu dans cette caricature-là, mais c'est un peu vrai. C'est vrai que moi, c'est un peu ce que je fais. C'est-à-dire souvent, en fait, je me dis, qui sont les puissants, quelles sont leurs possibilités d'action, quelles sont les conséquences de leurs choix, et de qui je vais prendre la défense, en fait. C'est ça. C'est un humour de défense. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ceux qu'on n'entend pas. C'est toujours un peu David contre Goliath. Ouais. Pour moi, c'est vraiment de la défense. Alors que l'humour de droite, c'est de la défense. C'est de la défense. Allez, c'est ça aussi. Voilà. Non, l'humour de droite, oui, ça va être... justement, ça risque de taper sur ceux sur qui on tape déjà dans la vie. Un peu plus. C'est des conversations, moi, que j'ai de temps en temps aussi avec des collègues comme toi, sans doute. Enfin, récemment, j'en avais un comme ça qui me disait mais c'est bon, parce que je lui dis, écoute, c'est gênant, en fait, là, dans ton passage, je l'avais entendu en communique, je dis, dans ton passage, en fait, chaque fois que tu parles d'une femme, elle est soit vieille et conne, soit grosse, soit moche, soit les trois. Donc, je lui dis, oui, mais j'équilibre, regarde, je parle des concours de beat des mecs. Je dis, mais les hommes et les femmes sont pas dans la même posture dans cette société. Et vraiment, ça ne percutait pas. Donc, le pauvre, il s'est tapé un WhatsApp long comme mon bras. Ça, c'était sûr. J'ai dit, pardon, tu vois, on a un petit mental de daronne, donc je vais t'expliquer, comme la plupart des gens dans ce métier, finalement, maintenant, sont plus jeunes que moi. Il était jeune, il était plus jeune. Je peux y aller. Et donc, j'abuse de mon âge et de mon expérience pour lui dire, tu vois, par exemple, plutôt que de faire des vannes, moi, je préfère, à titre personnel, je lui dis, je préfère faire des vannes sur les personnes grossophobes que sur les personnes grosses. Tu vois, sur les personnes misogynes que sur les femmes, sur les personnes validistes que sur les personnes handicapées. Je lui dis, c'est un choix. Je lui dis, mais avec tes vannes, tu construis le monde dans lequel tu as envie de vivre. Donc, c'est ta responsabilité. Ouais, je l'ai culpabilisé. Mais c'est un petit peu comme lutter contre la pauvreté plutôt que contre les pauvres, en fait. C'est un peu ça. Et donc, et effectivement, l'humour de gauche, pour moi, c'est un peu ça. C'est avoir ce souci-là. Et l'humour de droite, peut-être, est plus insouciant. Refuse de voir le monde sous l'angle des discriminations en se disant les gens ont qu'à bien se démerder, j'en sais rien. Oui. Pourtant moi j'ai été élevée dans un milieu de droite, donc vraiment je le dis avec beaucoup de confort, mais c'est vrai que c'est un constat que je partage. Oui, c'est plutôt ça. C'est vrai que l'humour qu'on pourrait qualifier de droite, en tout cas, c'est aller plutôt taper ou rire de je vois pas les couleurs, je vois pas les différences. J'ai des amis noirs, mais je les vois pas comme des noirs, quoi. Ça peut être ça. Ils sont noirs, ils sont noirs ou noirs. Mais oui, il y a un côté un peu détaché du combat contre les discriminations, je trouve. Je dis ça parce que j'ai été voir le dernier spectacle de Gaspard Proust, par exemple, que j'ai trouvé être un gars extraordinairement brillant dans son premier spectacle, qui pourtant avait notamment un passage d'une misogynie épouvantable quand il disait qu'il avait couché avec une femme plus âgée que lui. Il disait pas une cougar, mais c'était assez finement joué, amené, c'était d'une très grande cruauté. Et pour le coup, j'étais vraiment concernée. Il parlait des femmes de 40 ans, je venais d'avoir 40 ans, genre. Un truc comme ça, quand j'ai vu ce sketch en tout cas, mais c'était tellement bien écrit et tellement fin
qu'on était obligé d'admettre que au moins... j'admettais que la technique humoristique... je lui ai pardonné. Je trouve que, pour moi, l'humour de droite, entre guillemets, je le trouve moins insupportable quand c'est pas très, 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 très bien fait. Et quand c'est basique, quand justement, alors là, on se dit « Oh, bah c'est bon, moi, je vois pas les différences, allez, avec moi, tout le monde en prend pour son drade. Hein. » Non, pas tout le monde, en fait. Il y a des gens qui partent de plus bas, donc si tu continues à enfoncer des gens qui étaient déjà en dessous, tu vois, peut-être que tu fais descendre tout le monde, mais tu on fait que creuser l'écart, tout à fait. Tu ne fais que creuser l'écart en réalité, quoi. Et le dernier spectacle de Gaspard Proust, c'était pas si bien. C'était beaucoup moins bien fait. Voilà. Non, mais je tiens à le dire. Voilà. Il y avait des vannes racistes qui étaient d'un gênant épouvantable. On s'en fout, Gaspard Proust va jamais écouter ce podcast. On ne sait pas. Non, je crois pas. Pourrait... Ouais, non, tu crois pas. Pas le genre. Au pire, vous l'invitez une fois que vous avez invité toutes les femmes, non? Quand on aura fini toutes les femmes, quand on aura fini tous les et on commencera peut-être pas par lui. Et on va pas garder ce passage. Non, il viendra pas du coup. Justement, est-ce que toi, tu as déjà changé une vanne juste pour pas être taxée d'être une femme hystérique, en fait? Non. Même si elle était très bonne et très drôle. Non. Ça m'est pas arrivé. Ouais. J'ai pas eu cette pression-là de devoir changer une vanne mais même de par toi. Peur d'être hystérique. Non, par contre, ça m'est arrivé de changer une vanne par peur d'être trop blessante. Oui. Ou de me dire bon, même si l'autre, je vais lui taper dessus, en fait, je connais pas son vécu. Et puis, il y a des fois, je me dis, non, en fait, là, tu sais pas ce qui se cache derrière le costard du député. Voilà. Et donc là, je me dis, bon, calme-toi, même si je serais en colère. Mais j'ai pas trop la pression de passer pour la folle hystérique. Parce que... T'es pas cataloguée féministe? Déjà, peut-être que c'est vrai que je suis pas... Enfin, je pense pas être trop cataloguée comme ça. Non, et puis il y a un côté où... je sais pas comment dire, mais... J'ai rarement eu, même si moi je suis très très énergique, le terme hystérique, ça je l'ai pas trop entendu. Parce que... Non, en fait, non, je sais pas, j'ai pas d'explication. Mais il n'y a pas de... T'étais sur un terrain plus politique, en fait, que féministe en tant que tel. C'était plus vaste, en fait. Peut-être, peut-être. Peut-être que, effectivement, peut-être que si jamais j'avais été plus sur la question vraiment de la défense, particulièrement des femmes, oui, ça, très certainement, je l'aurais entendu. Non, ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir beaucoup de retours de la fachosphère, énormément. Il y a un moment donné, waouh, j'avais des trucs très violents, mais... C'est mignon quand tu dis beaucoup de retours de la fachosphère, parce que moi, dans ma tête, je vois bien... Feedback is a gift. Voilà. Merci. Oui, non, c'était le côté retour, c'est gentiment dit, quoi. Tu es tendre, effectivement, quand tu dis ça. C'était pour nos amis, voilà, en antenne. Merci beaucoup, j'ai bien reçu ton retour sur ma chronique. Merci infiniment. C'est vrai. Je reprends donc tes termes. Va te faire... avec du m'améliorer. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'était un peu... Ouais, non, c'était ça. C'était va sucer des bougnoules et tout, quoi. Mais un truc vraiment très charmant. D'accord. Donc, voilà, ça, j'ai eu plutôt ça. Mais c'est vrai que du coup, je n'ai pas trop été amenée à retirer des vannes. Non. Et tu sais comment, quand tu avais ce type de commentaires ou de messages Alors, ça a eu quand même un effet sur moi, de censure, bizarrement. En fait, bizarrement, c'est que il y a des fois où je me suis rendu compte que, en voulant prendre la défense de certaines personnes, j'avais tendance à aggraver le problème. Notamment par exemple, sur la question des migrants et des réfugiés. En fait, moi, j'ai fait plusieurs chroniques sur les réfugiés. Et en fait, je me suis rendu compte, en les postant publiquement, en les postant sur mes réseaux sociaux, qu'au lieu de créer de l'empathie, je créais de la mise en lien de personnes racistes. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à avoir énormément de commentaires de militants d'extrême droite qui donc en fait prenaient contact entre eux et nana et se filaient des liens et se mettaient des liens d'articles. Ça devenait le Bumble des en fait, c'était horrible. Et donc la modification que ça a provoqué chez moi, qui est un peu une forme de censure du coup, c'est que j'ai continué à écrire sur ces thématiques-là, mais du coup je les mettais plus sur mes réseaux sociaux parce qu'en fait je me rendais compte que j'étais en train de renforcer l'adversaire plus que de convaincre les gens. C'est-à-dire plus que d'avoir comme retour le fait de dire c'est bien qu'on parle de ça, c'est-à-dire par exemple la réforme du droit d'asile, enfin voilà, quand il y a eu vraiment la loi asile immigration, moi j'étais très choquée de plein de nouvelles dispositions sur la réduction du délai en termes de recours pour la demande d'asile et tout comme ça. Et en fait, au lieu de comment dire, d'être contente de pouvoir lutter
lutter pour les droits de ces personnes-là, je me rendais compte que sur les réseaux sociaux, mon utilité, entre guillemets, première, c'était de renforcer le camp d'en face. Ouais. C'est-à-dire les racistes qui, eux, prenaient contact entre eux et se partageaient des trucs et tatitata. Alors j'ai dit... Et donc j'ai même fait des chroniques en lien caché, c'est-à-dire, par exemple, j'avais fait une chronique pour l'ancienne ministre qui s'occupait de la loi asile et immigration, c'était Élise Fagelès, elle était députée, pardon. Et en fait, j'avais fait genre une petite chronique sur YouTube, mais que j'ai même pas mis en lien public. C'est-à-dire, je l'ai mis en lien caché et je lui ai adressé à elle sur Twitter pour dire, voilà, genre, je te parle qu'à toi, je veux pas... je veux pas récupérer les commentaires des autres. Ouais, parce que... Et ça, en fait, c'est vrai que en tant qu'humoriste, il y a des fois où je pense qu'on mesure pas notre responsabilité, enfin pas notre responsabilité, pas la responsabilité, parce qu'après je trouve que chacun doit faire ce qu'il veut, qu'on n'est pas obligé non plus de trop réfléchir en termes de responsabilité, parce que sinon des fois on dit rien. Mais en tout cas, moi, je veux dire, on mesure pas assez l'impact qu'on peut avoir. Et moi, c'était mon cas. Il y a un sujet sur lequel tu tournes en boucle et t'arrives pas à rendre ça drôle, quelle que soit la façon dont tu le prends, quelle que soit. J'ai un peu ça. Enfin, en fait, j'ai ça avec plein de sujets, mais en fait, ce qui me met, le dilemme que j'ai, c'est pas tant comment je fais pour rendre ça drôle, c'est est-ce qu'il faut toujours être drôle. J'ai plus cette question-là. Sur l'écologie, par exemple, est-ce qu'on arrive encore à être drôle? Sur exactement. Il est encore temps d'être drôle. Ouais. En fait, il faut paniquer maintenant. Vraiment beaucoup. Et arrêter de rigoler. Ouais. J'ai plein de sujets. J'ai plusieurs sujets comme ça où en fait, d'abord j'avais cette question-là de me dire comment je rends ça drôle. Notamment sur les violences sexuelles, les violences faites aux enfants, l'écologie. Voilà, ça comment on fait pour rigoler quand ça concerne autant de douleurs et d'horreurs. Et après, il y a aussi évidemment cette question-là, on se dit, mais en fait, est-ce que là, même si je suis humoriste, est-ce qu'il n'est pas temps de dire, en fait, c'est pas drôle. C'est contre-productif de faire de l'humour. Il y a des fois, oui. Il y a des fois, oui. Et en même temps, moi, j'oscille toujours sur cette question-là, de me dire, est-ce que quand même, faut pas que je remette le nez rouge pour pas que ça soit encore plus pathos et à ajouter du malheur au malheur. Donc, oui, parce que c'est un peu chacun sa part, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que du drôle sur ces sujets-là, et que le drôle, entre guillemets, en tout cas le décalage apporté, permet quand même une sensibilisation. Oui, complètement. Après, c'est vrai qu'en tant qu'humoriste, ça nous demande d'avoir un niveau au-dessus. Ça demande un niveau de prise de recul qui est à la fois dans cette empathie et cette bienveillance que tu revendiques, tout en arrivant à faire sourire, mais donc il faut faire sourire de façon pertinente. Oui. Et vouloir être pertinent et drôle, et en plus et tendre en plus, vraiment, c'est une gageure, mais c'est quelque chose que tu fais très bien en réalité. C'est juste que c'est un niveau d'exigence certain. Oui. C'est plus facile de faire rire quand tu t'en fous. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Vaut mieux en rire que de s'en foutre. Je sais plus qui disait ça, mais vaut mieux en rire que de s'en foutre. Oui, c'est ça. Mais c'est la citation de Romain Gary. C'est quelque part entre. Oh là là, on va pas retrouver cette citation. On la mettra dans les commentaires. On la mettra en bas. Mais c'est quelque part entre s'en foutre et s'en rendre malade, très difficile. Romain Gary. Entre rire et en crever. Je crois quelque chose un truc comme ça. Ouais, très difficile, conclut-il. Oui, et c'est vrai. C'est Romain Gary. Il dit juste très difficile. Moi, ce que je trouve hilarant, perso, je suis là, vas-y, laisse-nous dans la merde. On t'aura rien demandé. On arrive sur la fin. Oui, mais moi j'aimerais bien savoir, effectivement, il y a une série, il y a Piquante, il y a les spectacles, etc. Tu as encore des choses que tu veux explorer, des projets là En fait, moi, dans l'idéal, si je peux continuer à faire un peu de tout, c'est très bien. D'accord. Voilà, moi, j'aimerais pouvoir continuer à faire des chroniques politiques et à écrire sur des thèmes d'actualité. Après, j'aime bien aussi faire comédienne avec des textes qui sont pas de moi et donc, du coup, d'avoir aucun enjeu sur le contenu de ce qui est défendu, mais juste incarner un personnage, ça me va très bien aussi. Voilà, donc si je peux continuer à faire un peu de tout et que l'univers nous écoute, c'est très bien. Merci de continuer ainsi. Et l'univers et les agents. Donc vous avez entendu, et les programmateurs et les programmatrices. Vous avez entendu, elle veut faire de tout, elle sait faire de tout. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super. Merci, drôle. C'était très drôle. On a une dernière petite question pour toi. Oui. Si tu devais poser une question à un ou une autre humoriste, tu choisirais quoi? Et qui même peut-être? Waouh, double question. D'abord quoi et éventuellement qui, parce que qui, on n'est pas sûr que... C'est ça, une question dans le...
Moi, ma question, ça va être si jamais tu devais m'inviter à manger quelque part, où et pourquoi? D'accord. Voilà. Okay. Et on sent la question intéressée, non? Ouais, oui, c'est ça. Littéralement, on sent la fille qui aime bien bouffer. Bonne vivante. On réfléchit. C'est mais, ça. Ouais, mais bon, parce que la bouffe, c'est une bonne question. Important. C'est une bonne question, ça. Voilà. Un petit resto-route dans le Nord. Oui. Ça, ce serait pas mal, un petit resto-route dans le Nord, mais, un petit cordon bleu frites. Ouais, ça pas peut, loin d'Arras. Pas loin d'Arras. Mais ça peut même être un pique-nique. Hein. C'est-à-dire, si jamais on veut m'emmener sur la plage et tout, me déguster des fraises, voilà, mais me dire, voilà, quel pique-nique et pourquoi, quoi. Ceci dit, moi, tu me donnes un sandwich au gruyère, je suis contente, sur la plage, ça peut être cool. Oui, moi, c'est plus l'endroit même que ce que je dois manger. Ouais, c'est ça. Parce que finalement, je veux bien me priver de manger si l'endroit est sympa, je crois. Ouais. Voilà. Alors que l'inverse, non. C'est pour ça. C'est pas forcément un resto, hein. C'est un endroit. Ok. Merci beaucoup, Nicole, d'être venue. Merci, Aurélia. Merci de t'avoir vue. Ouais. Merci de nous avoir confié les clés de ton artisanat. Oh, je vous en prie, c'était un plaisir. On te souhaite plein de belles choses, de beaux projets, de continuer à faire de tout avec tendresse, pertinence et drôlerie. Oh, écoutez. Un peu de colère quand même, parce qu'il en faut. On va continuer d'être un peu en colère. Ok, d'accord, si vous voulez. Faisons ça. À bientôt. À bientôt. Merci. Salut. Bisous.